Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. C'est une folie de croire que l'on peut rendre une société meilleure que les hommes qui l'habitent. Georges Wolinski. 7 janvier 2015. Ma fille me téléphone pour me dire qu'elle n'est plus à son collège, dans le 11e arrondissement de Paris. Il y a eu des coups de feu pas très loin, et on a dit aux enfants de rentrer chez eux. Elle est en sécurité chez des amis. Rassurée, je rejoins mon domicile et allume la télévision. Les images des frères Kouachi passent en boucle. Le lendemain, c'est la tuerie de l'hypercaché de Vincennes. Des Juifs assassinés. Presque la routine, mais un nom me trouble, Saada. J'ai connu il y a très longtemps un Saada, diplômé de l'ESSEC comme moi, un type sympathique. La probabilité que ce soit lui est infime. Sauf que c'était lui. Je suis devenu Charlie par solidarité affective avec l'hebdomadaire du même nom, héritier de Harakiri, dont l'humour potache et anarcho-gauchiste m'a toujours laissé perplexe, même lorsqu'adolescent je trouvais la lecture en allemand de Marx, plutôt les Grundrisse que Das Kapital, très stimulante. Pendant un court moment, Charlie a symbolisé pour moi l'esprit français, un patrimoine unique à défendre contre vent et marée. Je suis français, je suis donc Charlie. Un patriotisme compassionnel aurait dit Simone Weil, la tendresse pour une chose belle, précieuse et périssable. Quitte, dans la famille Charlie, à appartenir à la catégorie de ces catholiques zombies crucifiés par Emmanuel Todd. Dans cet ouvrage, mon avatar Charlie s'interroge sur le leadership. Sur ce sujet, tout a été pensé et dit. Le nombre d'occurrences dans Google est éloquent. Mais, à chaque fois que l'on cherche à cerner un peu plus précisément les contours d'un leadership adapté à notre monde en mutation, l'entreprise se solde par un relatif échec. La démarche conserve un goût d'inachevé. D'où vient cette malédiction ? Faut-il s'acharner à traiter à nouveau le sujet, alors que tant d'écrits existent ? La réponse est oui. Des phénomènes nouveaux apparaissent qu'il faut prendre en compte. En fait, la veine ne se tarira jamais. La tentation est grande alors de vouloir partir d'une page blanche, mais ce serait faire preuve de présomption. Un univers mental ne périme jamais un autre, ce qui se découvre aujourd'hui doit se frayer un chemin dans les connaissances d'hier. Il n'est finalement question que d'ajouts. Une pincée de ceci, un zeste de cela suffit à transformer un plat connu en une nouvelle expérience gustative. Charlie est cool. Le renoncement au statut valorisant de pionnier pour celui plus modeste de cuisinier n'affecte pas trop son orgueil. J'utiliserai donc des ingrédients existants. Tous les auteurs cuisiniers agissent de la sorte. Dans cette famille, le romancier Jean-Jacques Schoull affirme même adorer la récupération, le plagiat, c'est mon côté pop. Le ciseau et la colle me passionnent plus que l'écriture. Cela ne l'a pas empêché d'avoir le Goncourt en 2000. Et les plus grands génies ont largement recours au stratagème. Tout récemment encore, j'ai constaté que Shakespeare avait puisé du contenu chez Montaigne, et sans doute chez bien d'autres. Voilà qui m'absout, au moins en partie. D'ailleurs, les victimes de ces emprunts ne sont pas les plus à plaindre. La preuve, je me plagie moi-même abondamment. Au contraire, nombreux sont ceux qui auraient mérité d'être pillés. Seule mon ignorance les a épargnés. J'avance quand même en terrain miné, risquant à chaque page la répétition d'idées convenues. Fort heureusement, la posture Charlie m'invite à ne m'incliner devant aucune doxa, aucun discours. Elle me rend libre de philosopher à coups de marteau comme m'y enjoint un autre grand blasphémateur, Friedrich Nietzsche. Je peux être irresponsable, inconséquent, irrévérencieux ou plus subversif encore, lucide. Fidèle à l'exhortation de Lao-tzu, si tu rencontres le Bouddha, tue le Bouddha. Voleur et mécréant, j'ai décidé de mener un djihad intérieur. Il paraît que c'est le seul qui vaille, sans savoir très bien où il est censé me conduire faute de m'être fait d'entrée de jeu une religion. L'ange Gabriel n'a pas daigné me dicter la moindre sourate sur mon sujet d'étude. Je ne suis pas un prophète. Je crois juste que le 7 janvier 2015 est une apocalypse, au sens étymologique de révélation. En matière de leadership aussi, qu'on l'envisage sous un angle collectif ou individuel, tout va devoir changer. Et si le mouvement venait de notre vieux pays si déprimé ? Une résurrection française. Chapitre 1, dans les entrailles des cygnes noirs. L'avenir, tu n'as pas à le prédire, tu as à le rendre possible.
Antoine de Saint-Exupéry. Dessine-moi un signe noir. Ce qui devrait changer à l'avenir la manière d'exercer le leadership, c'est l'invasion des signes noirs. Mais qu'entend-on par signe noir ? À la fin du XVIIe siècle, on découvre en Australie un animal dont les Européens ne soupçonnent pas l'existence, un signe de couleur noire. Stupeur, depuis 2000 ans, les Européens sont persuadés que tous les signes sont blancs. Sans doute le blanc, couleur symbole de la lumière mâle, solaire et fécondatrice, colle-t-il bien avec l'idée qu'un Européen blanc se fait du cygne qui avance majestueusement sur un plan d'eau ? Le poète latin Juvénal a bien évoqué un oiseau rare dans nos contrées, noir mais très semblable à un cygne. Mais qui se soucie de Juvénal ? Le cygne noir va retomber dans l'oubli jusqu'à la sortie de l'ouvrage Cygne noir, la puissance de l'imprévisible, dans lequel l'essayiste Nassim Nicholas Taleb désigne sous le terme de cygne noir un événement aberrant et hautement improbable, dont l'impact est extrêmement fort, et dont notre nature humaine nous pousse à élaborer après coup des explications concernant sa survenue, le rendant ainsi explicable et prévisible. Le crash évité de justesse de la finance mondiale en 2007 à 2008 devient l'archétype du cygne noir. Né en 1960 au Liban, Taleb est un philosophe spécialisé dans l'épistémologie des probabilités. Il a été courtier en bourse pendant 20 ans à New York, une vraie chance car cela lui a permis de connaître la finance de l'intérieur. Il professe son scepticisme au regard des explications rationnelles a posteriori qui sous-estiment l'inexplicable et l'aléatoire du passé. Le passé n'est pas une matrice du futur. Face au risque, l'intuition et l'émotion l'emportent souvent sur la raison. Taleb braque les projecteurs sur un biais cognitif. Si on ne croise et n'observe que des signes blancs, on aura vite fait de déduire par erreur que tous les signes sont blancs. Nous construisons des raisonnements à partir d'informations incomplètes, ce qui nous conduit à aboutir à des certitudes erronées. C'est l'exemple fameux de la dinde. On la nourrit chaque jour de son existence dans le but de la manger à Thanksgiving ou Noël. La dinde, elle, est persuadée qu'on va la nourrir tous les jours jusqu'à sa mort naturelle, et que cela ne changera jamais. Chaque jour qui passe confirme son point de vue. Son exécution imprévisible la veille de la fête constitue, à n'en pas douter, pour notre pauvre dinde, un signe noir. Le signe noir est donc la métaphore d'un événement jugé improbable ou impossible, et dont la survenue infirme les hypothèses faites jusqu'alors. Il renvoie aux notions de prédiction, de risque et d'incertitude que l'on confond souvent à tort. Essayons d'y voir un peu plus clair. L'environnement prédictible est, pour les mathématiciens, celui dont la loi de probabilité qui le régit est connue a priori. C'est typiquement le cas d'un lancer de dés. L'environnement correspondant au risque est celui dont la loi de probabilité qui le régit est connue a posteriori, par apprentissage. Ainsi mon assureur connaît la probabilité de vol de mon smartphone. C'est hélas pour moi, un événement qui se répète souvent. Il dispose donc de tables historiques sur lesquelles s'appuyer. L'incertitude correspond à la situation où aucun historique n'est disponible pour évaluer des probabilités. En l'absence de cette information, le calcul est impossible. C'est notamment le cas lorsque des événements entièrement nouveaux surviennent. Une autre manière de caractériser le signe noir est de le présenter comme un événement de faible probabilité, mais à fort impact. Autrement dit, un signe noir n'a rien de vraiment nouveau. C'est juste une occurrence dont la possibilité de survenance a été sous-estimée. Le signe noir entre donc bien dans l'univers du risque. Il survient non pas parce que sa probabilité est intrinsèquement incalculable, mais parce que le modèle employé pour estimer celle-ci est erroné. C'est ce qui s'est passé dans le monde de la finance. La possibilité d'un crash était parfaitement connue, mais sa probabilité comme son impact était fortement sous-estimée. Cela dit, la frontière entre incertitude et risque est parfois perméable. Si le fabricant de mon portable décide subitement de lancer une campagne de marketing massive pour en vanter les mérites, le produit va être de plus en plus convoité par les voleurs. Les tables de mon assureur s'effondreront car la loi de distribution empiriquement observée depuis plusieurs années ne sera plus valable. L'assurance de mon appareil devient un foyer de perte pour l'assureur. Le pauvre doit se faire une raison. Tout modèle fondé sur une statistique constituée empiriquement peut être confronté à un événement de type signe noir. On comprend le danger.
Du coup, on se gave d'informations pour se donner le sentiment de maîtriser l'environnement. Peine perdue. Au final, les situations véritablement calculables, en théorie ou en pratique, sans risque de signes noirs, sont peu nombreuses. L'incertitude est la loi dominante. Constat flippant. Que faire face à l'incertitude? La voiture du futur sera-t-elle électrique et sans chauffeur? Accepterons-nous des modifications génétiques pour vivre plus longtemps? La Chine va-t-elle connaître un krach immobilier? Si, comme moi, vous ne savez pas répondre à ces questions, c'est qu'elles concernent des événements tellement complexes, avec tellement de variables, qu'elles n'ont pas de solutions abordables par le calcul. L'incertitude est véritablement à part. Ce n'est pas du risque sous contrôle, c'est fondamentalement différent. L'incertitude demande une approche créative, non calculatoire, de la décision. Or le monde est, vous en conviendrez, de plus en plus incertain. Alors, si vous avez l'ambition de devenir un leader, sachez que durant toute votre vie, vous serez flanqué d'animaux de compagnie, des signes noirs. Finance et signes noirs. La finance est un monde passionnant dont je ne me lasse pas. J'ai adoré les films Wall Street et Le Loup de Wall Street. La finance, c'est comme les galeries Lafayette en mieux. Il se passe toujours quelque chose et chacun est concerné, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on y mette ses économies ou pas. De plus, la finance est un monde où les signes noirs sont chez eux. Bien sûr, nous le verrons, ils envahissent d'autres sphères, mais force est de reconnaître que la finance, notamment la finance dite structurée, est comme on dit un bon client pour comprendre comment les choses arrivent. Structuré, voilà un mot qui en impose. Il sonne comme une garantie de sérieux, mais cache en réalité des comportements souvent irresponsables, voire une espèce de criminalité en col blanc. Je l'ai compris quand j'ai eu l'occasion d'auditer de grandes banques, plus précisément leurs filiales d'asset management dédiées à la gestion de fonds. J'ai découvert à cette occasion des notions inconnues des profanes, tracking error et surtout VAR, value at risk, en français valeur en risque, grâce à laquelle nos banques pensaient contrôler les risques au cordeau. Cela mérite une courte explication. Rassurez-vous, je n'utiliserai aucune équation. Pour tout dire, j'ai un peu oublié le programme de mathématiques de terminale qui me serait nécessaire dans ce cas précis. Sachez simplement que les simulations probabilistes à base de VAR, utilisées dans les salles de marché depuis la fin des années 1990 pour gérer les positions de trading et rendues obligatoires par les superviseurs bancaires, ont en effet la prétention de prédire des niveaux de perte en se basant sur une loi statistique de distribution normale. Rappelez-vous, c'est la fameuse loi de Gauss, cette loi que l'on étudie au lycée. Séduisante, simple à la fois dans sa représentation graphique, une courbe en cloche symétrique, et dans sa formulation puisqu'elle se définit entièrement par ses deux premiers moments statistiques, la moyenne et la variance, elle décrit très convenablement de nombreux phénomènes mesurables pour lesquels on dispose de données. C'est vraiment une très jolie loi mathématique. Elle aurait dû a priori fonctionner pour les données boursières. Seulement voilà, elle ne marche pas, du moins pas toujours, notamment quand la situation devient vraiment anormale. Vouloir l'appliquer au domaine de la psychologie irrationnelle des acteurs de marché se révèle une aberration. Car dans la vraie vie, les deux moteurs des marchés financiers sont l'avidité et la peur. Ils s'enclenchent alternativement sans prévenir. La VAR procure un faux sentiment de sécurité en estimant, à partir de données historiques statistiques, quel est le montant de perte potentielle, par exemple, en une journée avec un intervalle de confiance à 99%. C'est tout le problème de la VAR car c'est toujours de ce 1% manquant que vient le danger. Le 1%, c'est précisément là où l'avidité ou la peur vont se loger pour engendrer le signe noir. La VAR cherche le risque aux endroits les mieux éclairés, elle s'enlise dans la théorie du lampadaire. Cela paraît assez évident, me direz-vous. Pas pour les banques. Elles ont cru pouvoir contrôler les risques bancaires grâce à ce genre d'outils. Et puisqu'elles pensaient les contrôler, elles les ont empilés via l'effet de levier ou les produits dérivés. L'éclatement de la crise devenue systémique leur a fait découvrir, non sans un certain effroi, que la maîtrise était loin d'être parfaite car leur vision du système reposait sur des postulats erronés. Écoutez ce qu'en disent les spécialistes. La soi-disant diversification de portefeuille a muté en recorrélation des marchés et des classes d'actifs. Vous ne comprenez pas? Rassurez-vous, la plupart des banquiers non plus. Il paraît qu'en se fondant sur la VAR,
Le CAC 40 ne devrait varier de plus de 6% en un jour qu'une fois tous les 260 ans. Dans les faits, le phénomène se produit régulièrement chaque année. Mark Twain l'avait déjà observé. Il y a 3 sortes de mensonges, les sacrés mensonges et puis les statistiques. Ces modèles mathématiques utilisés par la finance structurée qui tablent sur une distribution normale, gaussienne, ces modèles incapables de prendre en compte les singularités propres au réel, sont aujourd'hui critiqués pour leur manque de consistance. Vous en déduisez probablement que cette formalisation mathématique réductrice n'a plus cours. Que nenni. Et la finance structurée ne sait en aucune façon assagir. Les marchés vont bien, merci. Oubliez les crises passées, la crise boursière de 1987, la crise monétaire de 1993, la faillite et le sauvetage in extremis du fonds LTCM, la crise de la balance des paiements des pays asiatiques en 1998, l'éclatement de la bulle Internet en 2001, celle des subprimes et de la titrisation en 2007 à 2008. La finance épileptique et court-termiste sème les germes de la prochaine crise et certains financiers plus clairvoyants évoquent une tragédie de l'horizon lointain. Je vous sens dubitatif. Et pourtant, la mode est encore et toujours au quantitative easing. Traduction : les banques centrales déversent un flot énorme de liquidités dans l'économie pour soutenir l'activité, en sauvant les banques. Mais le journal de 20 heures nous le rappelle de temps à autre, l'argent peine à arriver aux destinataires, ménages et entreprises. Le canal bancaire ne fonctionne pas bien. Les banques auraient-elles mieux à faire qu'à financer l'économie ? Comme par exemple, utiliser l'argent pour investir dans les marchés financiers dont la hausse est largement déconnectée de notre réalité économique. Tristement atone, il faut bien le reconnaître. Création monétaire n'est donc pas synonyme de création de richesse. L'afflux de liquidités a eu pour effet d'écraser les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas. Du coup, les investisseurs se rabattent vers des actifs de moins en moins sûrs, junk bonds, actions spéculatives. En 2009, les dirigeants du G20 affichent leur volonté de remettre la finance à sa place. En 2012, un candidat à l'élection présidentielle en France va jusqu'à déclarer « Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti, et pourtant il gouverne, c'est le monde de la finance. » La plume à l'origine du discours peut être légitimement fière. C'est superbe, un peu donquichotesque mais superbe. Le candidat est de gauche, certains croient que les lignes peuvent bouger à l'avenir. Les banquiers en rigolent encore. Rien n'a changé. La sphère financière hypertrophiée tourne plus que jamais et de plus en plus vite sur elle-même et pour elle-même. Le marché des dérivés s'élève en 2015 à près de 700 000 milliards de dollars. 10 fois le PIB mondial. La finance classique, les spécialistes l'appellent avec un peu de condescendance, la finance vanille, est surveillée, mais le shadow banking et les black pools, cette finance de l'ombre non régulée, se développent, tout comme le trading à haute fréquence qui représente désormais la moitié des transactions, ou les prêts de titres dans lesquels des titres, par exemple de dette, peuvent servir de garantie à de nouveaux emprunts, ou encore les marchés des dérivés composés à 85% de dérivés de taux. Certains hedge funds utiliseraient un effet de levier supérieur à 50, ce qui veut dire qu'ils gèrent des positions de marché correspondant à 50 fois le montant des fonds qu'ils ont en gestion. Relâchement de la vigilance, prise de risque inconsidérée, pratique d'allocation de crédit insensée, le remake de la crise de 2007 à 2008 se prépare. Les fous ont pris le contrôle de l'asile. Nous sommes partis à une vitesse sans cesse croissante vers nulle part. Il n'y a plus ni objectif, ni transcendance, ni valeur déterminante, le mouvement se suffit. La réflexion de Jacques Ellul date de 40 ans mais elle s'applique parfaitement à la finance d'aujourd'hui. Quel sera cette fois le signe noir qui servira de détonateur, les student loans américains, la fin du quantitative easing, la hausse des taux d'intérêt qui s'ensuivra, la dévaluation du yuan ? Tout cela est trop prévisible sans doute. En octobre 2006, quand, dans un comté de l'État de Californie, le prix des maisons se met à baisser après plusieurs années de boom immobilier, personne n'y prête attention. C'est pourtant le point de départ de ce qui allait devenir quelques mois plus tard la plus grave crise depuis 1929, le point d'orgue des 30 furieuses de la finance et de la dette qui ont suivi les 30 glorieuses de la consommation de masse. Réguler la bête. Que l'économie mondiale soit plus fragile qu'auparavant,
notamment à cause du niveau de la dette mondiale et du poids d'une finance hypertrophiée et hégémonique, chacun en convient désormais. Elle est plus sensible à des chocs extrêmes et imprévisibles. D'une certaine façon, la dette et la finance, c'est l'équivalent pour l'économie des gaz à effet de serre pour le climat. Avec une grande différence. En matière climatique, les scientifiques du monde entier réunis au sein du GIEC ont fixé un pourcentage maximal souhaitable pour l'augmentation des températures. En économie, rien de tel, on navigue à vue. Comment rétablir un peu de leadership dans ce bateau ivre ? L'économiste et militant au sein d'Attaque, Jean Gadret, rêve que la finance redevienne ce qu'elle a cessé d'être, à savoir un bien public au service notamment du climat. J'ai sans doute raté un épisode car la finance ne m'est jamais apparue comme un bien public. L'inévitable Taleb propose lui de construire un nouveau paradigme fondé sur les notions de fragilité et d'antifragilité. Je préfère les termes de résilience et non-résilience, mais son analyse n'en est pas moins pertinente. Il constate que certains objets tirent parti des chocs, prospèrent et se développent quand ils sont exposés à la volatilité, au hasard, au désordre. Ils aiment l'aventure, le risque et l'incertitude. Ils sont antifragiles. Avantage : la fragilité se mesure tandis que les risques d'événements rares sont impossibles à calculer et à prévoir. Surtout, dans la plupart des domaines d'application, on peut presque toujours déceler l'antifragilité et la fragilité en recourant à un simple test d'asymétrie. Tout ce qui, à la suite d'événements fortuits, comporte plus d'avantages que d'inconvénients est antifragile et vice-versa. La fragilité croissante de nos systèmes économiques est accrue par la technologie. Avoir un smartphone augmente votre efficacité, mais s'il tombe et se casse, vous perdez beaucoup de données. La fragilité naît aussi de la mondialisation qui, en diminuant la diversité du fait d'une spécialisation croissante des pays, augmente le risque de crise. Enfin, il existe trop de grandes structures, trop fragiles, des dinosaures qui finiront par disparaître comme leurs ancêtres. La fragilité est due aussi à ces bonus distribués sans risque de malus quand cela tourne mal. Et plus généralement à l'aléa moral, que l'on peut définir comme la tendance d'individus persuadés qu'ils seront sauvés à prendre des risques excessifs. Pour Taleb, c'est l'une des raisons de la crise qui n'a rien à voir avec un excès de cupidité, qui a toujours existé et existera toujours. Il ne faut pas sauver les individus ou les entreprises qui ont failli. Taleb propose 10 règles de conduite qui permettraient selon lui de réguler la bête. Je vais tenter de résumer en les regroupant sous 2 volets. Renforcer la résilience du système. Ce qui est fragile doit se briser rapidement avant de pouvoir grandir. Compenser la complexité par la simplicité. La complexité de la mondialisation et de l'économie en réseau doit être contrée par la simplicité des produits financiers. En dehors des escroqueries pyramidales, ne rien baser sur une entière confiance. Les gouvernements ne devraient jamais être confrontés à la nécessité de restaurer la confiance. Les gouvernements ne sont pas en mesure d'arrêter les rumeurs. Ils doivent être capables de les ignorer. Définanciariser la vie économique. Les citoyens ne devraient ressentir d'anxiété qu'au sujet des circonstances de leurs propres affaires, celles qu'ils contrôlent, et non de leurs investissements qu'ils ne contrôlent pas. Faire une omelette avec les œufs cassés. Faisons en sorte que ceux qui doivent casser se cassent, en convertissant la dette en capital, en interdisant les rachats financés par la dette, LBO, en cantonnant les banquiers à leurs tâches, et en enseignant aux gens à trouver leur route dans un monde de moindre certitude. Ne pas confier la gestion de l'asile aux fous. Pas de socialisation des pertes et de privatisation des gains. Nous avons réussi à associer les pires aspects du capitalisme et du socialisme. En France, dans les années 1980, les socialistes ont pris le contrôle des banques. Aux États-Unis, dans les années 2000, les banques ont pris le contrôle du gouvernement. Les gens qui ont conduit un bus scolaire les yeux bandés et ont eu un accident ne devraient jamais se voir confier à nouveau un autobus. Sont visées les institutions et les élites du monde économique, universités, organismes de régulation, banques centrales, responsables gouvernementaux, agences de notation, économistes qui ont perdu leur légitimité. Ne pas laisser quelqu'un bénéficiant d'une prime de résultat gérer une centrale nucléaire, ou vos risques financiers. Il y a toutes les chances qu'il rogne sur la sécurité pour augmenter son bonus.
Ne pas confier de bâton de dynamite aux enfants, quand bien même ils seraient accompagnés d'un avertissement. Les produits dérivés complexes doivent être interdits parce que personne ne les comprend, et que bien peu sont suffisamment compétents pour les maîtriser. Ne pas donner de drogue à un toxicomane lorsqu'il est en manque. Le recours à l'effet de levier pour guérir les problèmes de l'excès de l'effet de levier ne relève pas de l'homéopathie, mais du déni. La crise de la dette n'est pas un problème temporaire, mais structurel. Nous devons nous désintoxiquer. Ceci accompli, nous devrions disposer d'une économie plus proche de notre milieu biologique. Des entreprises de taille moindre, une écologie plus riche, pas d'effet de levier. Un monde dans lequel les entrepreneurs, et non les banquiers, prennent les risques et où les entreprises naissent et meurent chaque jour sans faire les gros titres. En d'autres termes, un monde économique plus résilient, plus résistant aux signes noirs. Vivre avec les signes noirs. Chuck Prince, ancien patron de Citigroup, a fait cette célèbre déclaration en 2007. Tant que la musique joue, il faut se lever et danser. Elle décrit bien la frénésie collective qui s'était emparée des banques en 2007, à l'égard des actifs adossés à des créances qui obtenaient des rendements plus élevés que les titres de créances traditionnels de cote identiques. Les banques s'imitaient de manière à afficher des rendements comparables. Les salaires étaient mirobolants. Le leadership se mesurait au montant du compte en banque, et de ce point de vue le moindre trader était un cador. Leadership de pacotille qui a plongé le monde dans la plus grave crise financière et économique depuis celle de 1929. Vivre avec les signes noirs, c'est apprendre à penser l'impensable au lieu de se cacher derrière des modèles mathématiques, écrans de fumée statistiques et autres mantras tels que « même les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles ». Mais comment prévoir l'imprévisible ? On sait que dans les domaines classiques, on évalue le risque en estimant l'ensemble des états possibles d'un système et les probabilités respectives de ces états. Avec les signes noirs, on ne dispose pas de données suffisantes pour effectuer de tels calculs. On est, comme il a été dit plus haut, dans l'incertitude. C'est là où les choses se corsent car les études de psychologie démontrent non seulement une aversion des individus au risque, mais une aversion spécifique à l'incertitude. L'aversion au risque, Bernoulli l'a déjà mise en évidence au XVIIIe siècle par une expérience fameuse. Soit une pièce de monnaie équilibrée, qu'on lance autant de fois que nécessaire pour obtenir pile pour la première fois. La banque paie 2 € au joueur s'il obtient pile au premier lancer, 4 € s'il l'obtient au deuxième lancer, 8 € au troisième lancer, etc. L'espérance de gain est égale à 1/2 x2, plus 1/4 x4, plus 1/8 x8, plus 1 nxn, elle est donc infinie. Or, surprise, les joueurs sont rarement prêts à miser plus de 8 € pour participer à ce jeu. Bien qu'ils aient une espérance de devenir infiniment riches, le fait qu'ils aient malgré tout 3 chances sur 4 de perdre un peu d'argent l'emporte. C'est cela l'aversion au risque. Les économistes l'expliquent par la notion d'utilité marginale de la richesse, plus je suis riche, moins j'ai besoin ou envie de devenir plus riche. Admettons. Mais qu'en est-il de l'aversion particulière à l'incertitude ? Une autre expérience permet de la comprendre. Soit 2 urnes, on sait que la première urne contient exactement autant de boules rouges que de boules noires, mais on ignore leurs proportions respectives dans la seconde urne. Un joueur est invité à parier sur la couleur de la boule qu'il va tirer. En général, le joueur attribue la même probabilité de 1/2 de tirer une boule rouge dans les deux cas, mais il considère cette probabilité moins fiable pour la seconde urne alors que la raison suggérerait une indifférence au choix de l'urne. Ainsi, l'aversion à l'incertitude s'ajoute à l'aversion au risque. Les psychologues considèrent que les individus ont tendance à surévaluer les représentations de l'aléa qui leur sont le moins favorables, quand ils sont confrontés à des situations incertaines. L'aversion à l'incertitude est en même temps une aversion au regret. Dans le cas des signes noirs, on ne dispose pas de données permettant de calculer un risque. Or, les individus ont tendance à évaluer une décision non pas en se basant sur les informations disponibles au moment de la décision, mais à l'aune des informations obtenues ultérieurement. Cette prédisposition de l'esprit humain est foncièrement irrationnelle, mais elle existe. Pour l'économiste Christian Gaulier, le principe de précaution, devenu constitutionnel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.